Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, votre rendez-vous hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la flore exceptionnelle de Mayotte. Et bien, figurez-vous qu'en préparant cette émission, j'ai découvert que le mont Chungi accueillait des espèces de plantes uniques au monde et malheureusement, elles sont piétinées. Alors, elles sont piétinées par qui ? Par vous, par nous tous. Nous qui sommes censés aimer la nature et l'environnement, eh bien oui, on les piétine. Est-ce qu'on peut arranger ça? Est-ce qu'on peut faire autrement? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Agir au quotidien pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler de la flore de Mayotte, de la mangrove et de la biodiversité. Avec Hidaya Afidou de la mairie de Chirungui, nous allons découvrir le projet de musée de la mangrove qu'elle porte. Si notre écosystème devait disparaître, quelles conséquences cela pourrait avoir sur notre quotidien? C'est la question que nous allons poser à Hélène Deca de la DEAL, chargée de mission en milieu naturel et espèces protégées, et Nicolas Valli, responsable du Conservatoire botanique national du Mascarin. Cette semaine, nos équipes sont une nouvelle fois parties sur le terrain et on a pris une grande leçon de préservation des espèces. Connaître, répertorier, préserver, sauver cette flore exceptionnelle est le résultat du travail de passionnés, mais aussi de grands professionnels. Enfin, avec Anne-Constance Onguena, nous ferons le point, comme chaque semaine, sur les chiffres clés et les gestes à adopter pour protéger notre environnement. Alors oui, quand l'on reçoit ces messages sur les magazines, sur les chaînes de télévision, protéger l'environnement, pour certains, ça devient un peu lourd, c'est souvent les mêmes mots, les mêmes messages qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment de savoir, ou on croit savoir. Eh bien, justement, on ne sait pas forcément. Et nos équipes sont allées sur le terrain pour rencontrer ceux qui savent pourquoi et comment cette flore est exceptionnelle à Mayotte. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Pour le biologiste américain Barry Commoner, la première règle de l'écologie, c'est que les éléments sont tous liés les uns aux autres. En effet, les écosystèmes sont des ensembles formés par des communautés d'êtres vivants en interrelation avec leur environnement. À Mayotte, la mangrove en est un parfait exemple. Mais connaissez-vous le rôle de cet écosystème tropical? Pas du tout. Je sais que c'est un rôle important, mais lequel exactement, je ne sais pas. Permet d'accueillir un écosystème assez varié. Ils ont aussi un rôle nourricière. Éviter l'eau qui monte sur le village, tout ça, et le saleté qui monte aussi. C'est un filtre qui permet de réguler, de protéger, d'empêcher l'érosion. Établies sur des substrats sablo-vaseux, ces forêts amphibies sont composées principalement de palétuviers, dont 7 espèces différentes sont présentes à Mayotte. Filtre, nurserie, barrière naturelle, les mangroves jouent un rôle essentiel et abritent une incroyable biodiversité. La mangrove permet de protéger les littoraux de la forte houle. Donc on a parlé de la rétention des sédiments, tout ce qui se déverse à partir des rivières arrive dans la mangrove et ça permet d'être stocké, ça évite l'envasement du lagon. C'est une zone aussi de nurserie. Quand on parle de nurserie pour les poissons, évidemment c'est important aussi pour les pêcheurs qui après bénéficient de ce renouvellement en stock. Les défrichements, les aménagements, l'urbanisation et les pollutions ont cependant entraîné une réduction de la superficie des mangroves à Mayotte et modifié leur fonctionnement. En 2017, l'UICN a ainsi classé l'arrière-mangrove en danger critique d'extinction. Pour inverser la tendance, en 2014, le Conservatoire du littoral avait lancé un projet de restauration des mangroves. Durant cette phase expérimentale de 4 ans, 1000 plants d'espèces typiques de l'arrière-mangrove ont ainsi été plantés sur une superficie d'1 hectare. On fait régulièrement de l'entretien des plantations. Donc ça veut dire qu'on va éviter que toutes les espèces exotiques viennent perturber la croissance des plants. On va faire un suivi aussi, donc on va faire du comptage, regarder l'état sanitaire des plants pour voir si la plantation a bien marché et si plus tard on continue dans cette politique de restaurer les milieux comme ça. Les premiers résultats sont encourageants et ont notamment permis aux crabes de faire leur retour dans la zone.
Ce crustacé décapode participe notamment à la régulation végétale et au nettoyage de la mangrove. Il joue un rôle primordial dans l'écosystème, comme nous l'explique ce collaborateur du Muséum national d'histoire naturelle. Ce sont des animaux qu'on appelle des bioturbateurs, d'accord, c'est-à-dire qu'ils remuent le sédiment tout simplement en creusant des terriers et en extrayant du sol leurs besoins nutritifs. Ils font des petites boulettes quand ils mangent, ils génèrent des boulettes, ils en génèrent très vite, jusqu'à une centaine par individu par minute. D'accord ? Donc imaginez des populations de millions d'individus, à 100 boulettes par minute, ça donne un sacré paquet de kilos de tonnes de mangroves retournées par jour. D'accord ? Et grâce à ça, cet environnement qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire le développement des palétuviers souvent se fait sans besoin d'oxygène, eh bien les crabes vont oxygéner le sol grâce à leur bioturbation. Crabes, mollusques volatiles, plantes médicinales, le recul de la mangrove a des conséquences sur des centaines d'espèces animales et végétales. Consciente du péril en la demeure, la France a voté une loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fixes. Objectif d'ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre un programme de protection de 55 000 hectares de mangroves sur l'ensemble du territoire national. Superbe ce reportage, merci encore Pierre Bellucci. On retrouve nos invités sur le plateau, on va les présenter rapidement. On a avec nous Hélène Decas de l'ADEAL. Hélène, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également Hidaya Mahafidou qui est avec nous. Hidaya, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Nicolas Valli qui est avec nous toujours. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et puis bien évidemment Anne-Constance Onguena. Salut Anne-Constance. Bonjour Patrick. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question pour Hélène. En quoi le patrimoine floristique de Mayotte est exceptionnel? Alors, le patrimoine floristique de Mayotte est exceptionnel dans le sens où Mayotte est situé dans un des 34 points chauds de la biodiversité dans le monde. C'est quoi un point chaud? Un point chaud, c'est un endroit où on a un taux de biodiversité qui est exceptionnel, considéré exceptionnel. Par exemple, aussi, vous pouvez prendre le parc, la Guyane avec le parc amazonien. Ouais. Donc, ce point chaud s'appelle Madagascar et les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Mayotte en fait partie. Ouais. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième raison, c'est que Mayotte se situe dans le canal du Mozambique et récupère une influence de l'Afrique de l'Est, de Madagascar et des Comores pour sa biodiversité. Donc c'est tout un mélange de biodiversité des alentours. D'accord. Donc c'est pas que Mayotte, c'est toute la zone, mais Mayotte forcément en fait partie. Exactement. Alors, on disait en introduction que le mont Chungi, sur les pentes du mont Chungi, il y avait des espèces exceptionnelles. C'est de l'info, c'est de l'intox, c'est une rumeur, c'est une réalité? C'est une réalité. Sur le mont Chungi, il y a des espèces complètement exceptionnelles dans le sens où elles n'existent qu'à Mayotte. Donc si elles disparaissent, elles n'existeront plus sur la planète. Et elles sont là parce que sur le mont Chungi, on a des conditions très particulières, notamment climatiques et géologiques. Et ces espèces sont complètement adaptées à ces conditions. Et on a 4 espèces au total qui sont endémiques, donc qui n'existent que sur le mont Chungi, dans le monde. Nicolas, ce que vient de dire Hélène, ça fait froid dans le dos. Si ces espèces disparaissent à Mayotte, elles disparaissent de la surface de la Terre? Oui, absolument. C'est un patrimoine unique et perdu pour Mayotte si elles disparaissent. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses qui disparaissent, notamment ces espèces ont une véritable valeur touristique pour Mayotte. Je pense qu'il faut miser, comme certains pays l'ont fait, des botanistes peuvent venir voir ces espèces qu'ils ne verront nulle part ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi que ces écosystèmes nous maintiennent les ressources hydriques de Mayotte. Si ces écosystèmes disparaissent, c'est aussi un frein contre l'érosion qui disparaît avec donc son impact qu'il a sur le lagon et donc des conséquences aussi sur les ressources halieutiques pour Mayotte. Il ne faut pas oublier encore que c'est un véritable patrimoine aussi culturel pour Mayotte. On utilise ces plantes pour faire des colliers de fleurs. Ils ont aussi une véritable valeur pharmacologique, ces écosystèmes. Bref, vous l'avez compris, il faut absolument éviter. Mais pourquoi elles sont menacées pourquoi elles sont menacées? Comment elles sont menacées? Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 2 principales menaces sur les écosystèmes mahorais. La destruction de ces écosystèmes, malheureusement, du fait de la déforestation, souvent au profit de l'agriculture,
et qui ne cesse d'augmenter avec la pression démographique. Mais on a aussi des destructions d'écosystèmes qui peuvent être dues, c'est le cas pour les zones humides par exemple, comme celle de Tsararano, qui peuvent être dues à des projets d'installation, d'infrastructures. Une autre menace très très importante et qui serait la première dans les Outre-mer, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. On a dénombré aujourd'hui à Mayotte 500 espèces exotiques, c'est-à-dire qui ont été introduites par l'homme. Là, on ne parle pas de la flore naturelle de Mayotte. Et parmi elles, 65 espèces sont invasives, c'est-à-dire qu'elles sont en train de proliférer dans la nature au détriment des espèces indigènes de la flore mahoraise. Hélène, quel est le rôle de la DEAL dans le cadre de cette préservation ? Alors l'ADL, elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle de financer donc tous les partenaires qui sont concernés pour mener des actions de préservation et de conservation. L'ADL, elle utilise des outils réglementaires comme des arrêtés préfectoraux pour protéger des espèces, par exemple, des espèces qui ont été considérées comme rares et menacées et qui sont prises en compte du coup dans les aménagements. La ADL, elle utilise des outils de conservation. Donc des outils de conservation, c'est par exemple la création d'aires protégées. Donc en ce moment, par exemple, l'ADL travaille à la création d'une réserve naturelle nationale dans les forêts publiques de Mayotte. D'accord. Donc là, parce que dans ces forêts publiques, on est dans des forêts humides où il y a des espèces patrimoniales floristiques très rares, aussi animales, bien entendu. Il y a déjà une réserve naturelle nationale qui a été créée en 2009, qui a été aussi portée par l'État sur l'île Ouembouzy. Et puis on peut aussi faire des aires protégées qui s'appellent des arrêtés de protection de biotopes, comme Amsangamouji. On protège une zone humide qui accueille justement des espèces aussi patrimoniales, floristiques et faunistiques. Hidaya, qu'est-ce que font les communes, et notamment Chirongui, puisque vous êtes conseillère municipale, par rapport à l'information nécessaire qu'il faut avoir au niveau de l'habitant ? Alors déjà, dans un premier temps, il faudrait que la population apprenne à connaître déjà notre écosystème, qui connaissent, parce que les Mahorais ne sont pas tournés vers la mer. Ils sont beaucoup plus tournés vers la terre, même s'il y a pas mal de pêcheurs, même si on est entouré de mer, c'est vrai qu'on n'a pas de connaissances particulières. Donc dans la commune de Chirongui, nous souhaitons déjà valoriser la mangrove de Chirongui, comme d'autres patrimoines. Nous avons plusieurs patrimoines, mais notamment aujourd'hui on parle de mangrove. Il y a un projet dans la commune de Chirongui qui consiste à faire connaître la mangrove de la commune par la population, à la valoriser par un projet de parcours santé et d'un écomusée. Nicolas, ces plantes, ces espèces que l'on piétine, sans le vouloir évidemment, est-ce qu'on peut replanter, est-ce qu'on peut sauver, comment remédier à ça ? Compliqué. Replanter, c'est pas évident. Et comme disait Francis Salé dans son film sur la forêt, il faut 700 ans pour qu'une forêt se reconstitue après qu'elle a été détruite. Donc peut-être pas 700 ans pour une plante. Il faut 700 ans pour retrouver un écosystème tel qu'il était au départ. Donc ce qu'il faut d'abord éviter, c'est de détruire. Replanter, ça marche pas à tous les coups. En tout cas, il faut éviter de replanter n'importe quoi, n'importe où. Évitons par exemple les erreurs du passé où on a vu planter à Mayotte des acacias australiens, des espèces exotiques qui sont devenues envahissantes et qui poussent maintenant un peu partout, y compris dans les milieux naturels, y compris au sommet du Chongui. Et j'ai dit que c'était une menace, ces espèces exotiques envahissantes. Bon, nous, on essaye aussi de développer une alternative à ces espèces exotiques envahissantes. Il faut planter davantage d'espèces indigènes à Mayotte. C'est l'objectif du projet DOPI, démarche d'aménagement urbain et plantes indigènes. On a commencé à planter des espèces indigènes. Il y en a des magnifiques qui font des très belles fleurs près du rond-point de la Pointe Mahabou. Là, on a déjà planté sur le trottoir du Bowinia Île-de-Branty, par exemple. C'est très très beau. Donc, il faut essayer d'insuffler cette dynamique de davantage planter les espèces indigènes de la flore mahoraise. Hélène, les mangroves sont aussi en danger. On le sait, on l'a répété, dit et répété, mais pourquoi elles sont si importantes, les mangroves ? Les mangroves, elles ont un rôle, elles rendent service à l'homme sur plusieurs domaines. D'abord, à l'homme, pas qu'à l'animal, pas qu'au poisson. Déjà à l'homme. Je vais d'abord dire à l'homme en premier lieu. Déjà, elles assurent la sécurité des personnes en cas d'aléa climatique. Elles ont la capacité de diminuer l'énergie des vagues
par exemple en cas de cyclone, de submersion marine. Et ça économise énormément d'argent à la société, puisqu'il y a moins de dégâts ensuite sur les terres. Et donc ça protège les gens qui sont situés derrière ces mangroves. Eh oui, voilà, ça c'est important. La deuxième raison, c'est qu'elles permettent d'avoir de la ressource alimentaire. Ici, on est dans une société où il y a beaucoup de pêche. Dans les mangroves, il y a les jeunes poissons qui se développent, qui sont dans un endroit abrité. Une espèce de nurserie en quelque sorte. Voilà, c'est une nurserie à poissons. Et si on détruit les mangroves, les nurseries, les jeunes poissons n'ont plus d'endroit où se développer. Donc ça veut dire qu'on a moins de poissons dans le lagon. Et ensuite... excusez-moi. Les mangroves diminuent aussi, permettent de diminuer l'envasement du lagon. Et oui, forcément. Voilà. Ouais. Et l'envasement du lagon qui impacte directement les récifs coralliens qui eux aussi accueillent toutes les espèces de poissons qu'on va ensuite pêcher. Idaya, dans quel état sont nos mangroves ? Ils sont dans un état assez lamentable parce que très souvent, on a des personnes qui ont construit des bangades, en tout cas des habitations de fortune, dans des mangroves, qui y habitent, on y jette des déchets, elle est détruite. Ouais. Donc je pense qu'il serait temps d'en prendre conscience et de la revaloriser. On peut sauver la mangrove, on peut, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure, le même que tout à l'heure avec la flore, mais est-ce qu'on peut replanter de la mangrove ? Est-ce que ça se replante ? Je sais pas qui peut répondre. Hélène, peut-être ? Oui. Il y a eu des replantations de mangroves à Mayotte qui ont plus ou moins réussi en fonction des conditions. Donc c'est un peu comme la flore, on replante pas n'importe quoi, n'importe comment. Ouais. La mangrove à Mayotte, elle est constituée de 7 espèces de palétuviers. Donc on va pas planter un palétuvier en front de mer alors que l'espèce est adaptée à être à l'arrière. Je vais dire pas inondée par les marées régulièrement. Donc si on plante pas la bonne espèce, ça marchera pas. Il faut aussi travailler, réfléchir au sol. Donc, pour planter une mangrove, il faut qu'on ait un sol plus ou moins vaseux. Sur du sable, la mangrove, ça prendra pas. Donc, il y a tout un tas de critères à prendre en compte en amont pour pouvoir faire de la replantation. Il faut toujours se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de mangrove ? S'il y a une réponse, si la réponse elle est, il n'y a plus de mangrove naturellement parce que maintenant il y a des courants marins qui sont trop forts parce que le sol a été modifié. Ça sert à rien de s'acharner à planter de la mangrove. Idaya, le projet de musée itinérant, ça va pas rester un projet tout le temps. À un moment donné, ça va devenir réalité. Je le souhaite en tout cas. Ouais. C'est un projet qui date depuis notre premier mandat de 2008. Ouais. Qui a commencé d'abord par un parcours santé. On s'était dit qu'à un moment donné, il faudrait Au départ, c'était pas vraiment l'objectif, c'était pas la mangrove, c'était vraiment la santé de la population. D'accord. Donc on s'était dit on veut faire un parcours santé qui partirait de l'Antanabé, le village de Port-Rouani, un ancien village de Port-Rouani qui c'était l'ancien Zaoudi, et qui finirait jusqu'au bout de la commune, c'est-à-dire à Tsemkoura. Et dans ce parcours santé, on avait pensé à mettre tout ce qui est alimentation naturelle, locale, du jus naturel, local sans sucre, etc., avec des agrès sportifs et tout et tout. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la mangrove, c'est un trésor. Il faut que les Mahorais, en tout cas, se l'approprient. Et pour cela, il faut qu'ils apprennent à la connaître. Et donc, on a pensé à intégrer le musée de la mangrove. Magnifique. Nicolas Valli, j'aimerais terminer avec vous. Est-ce que on peut, peut-être un peu dur cette question, mais est-ce qu'on peut arriver à développer une forme de tourisme avec notre flore exceptionnelle ? Oui, je pense que d'autres pays comme l'Éthiopie qui ont misé sur leur flore, mais leur faune endémique aussi, ont montré que c'était possible. Alors ça ne sera jamais un tourisme de masse, mais une niche. Les touristes à Mayotte, pour l'instant, viennent voir les fonds sous-marins, les baleines, les dauphins. Pourquoi pas venir voir la forêt d'Achirungu, du Benara, du Chungi, et pour certains botanistes un peu plus expérimentés, venir, comme on dit, faire la coche des espèces endémiques de Mayotte, dont celles qui n'existent qu'au sommet du mont Chungi. Comment, dernière question, après je vous libère, mais comment je sais quand je vais aller sur le mont Chungi qu'il ne faut pas marcher sur telle plante ou telle plante? Comment je vais les reconnaître? Ah, c'est compliqué là. Pour l'instant, malheureusement, à moins d'être un petit peu connaisseur, on ne peut pas. Mais c'est l'objectif d'un projet que nous allons essayer de monter prochainement, c'est d'installer des panneaux pour informer, sensibiliser la population à ce patrimoine naturel qu'il faut absolument éviter de brûler
piétiner, de cueillir aussi. Merci mille fois Nicolas, merci Hidaya, merci Hélène. On a appris quelque chose de très important sur le Mont Chungi, et pas que sur le Mont Chungi. Il y a des espèces uniques au monde. Si on les piétine, si elles disparaissent de Mayotte, elles disparaissent de la surface de la Terre. Merci vraiment à vous tous. On va retrouver dans quelques secondes, le temps d'un jingle, Anne-Constance Anguena. Évidemment, elle est fidèle au poste. Anne-Constance Anguena, rebonjour. Rebonjour Patrick. La flore exceptionnelle de Mayotte, c'est impressionnant ce qu'on vient d'entendre. Il y a une quantité énorme de plantes ici à Mayotte. Oui, il y a une quantité énorme de plantes et pour faire un petit focus sur un sujet dont on n'a pas parlé pendant l'émission mais qui est aussi important, il y a dans le monde aujourd'hui 250 000 plantes qui ont des vertus alimentaires et on n'en utilise que 700. Et il faut savoir... 7 000 peut-être, non? 7 000, oui, peut-être, vous avez raison. Et peut-être, et là c'est certain, que 50% des calories que nous absorbons proviennent de 3 plantes, le riz, le maïs et puis le blé. Le réchauffement climatique peut avoir une incidence sur ces plantes? Ah bah forcément, le réchauffement climatique a une incidence sur les plantes et par rapport à ça, il faut, et Hélène l'a dit tout à l'heure dans le début de l'émission, on a cette chance d'être un hotspot de biodiversité ici à Mayotte, et ça veut dire que on a 1,88 espèces végétales indigènes au kilomètre carré, ce qui est énorme puisque ça fait la deuxième au monde, densité de biodiversité la plus élevée. Concernant il y a une espèce de classement qui se fait au niveau mondial. La France est classée comment? Alors on est le huitième pays au monde en matière de comment dirais-je, de plantes et de diversité. Pour les espèces menacées. Exactement. Huitième. Ça veut dire qu'on a encore des efforts à faire, hein? Oui, bah on a, si vous voulez, d'autres chiffres, parce que vous savez que j'aime bien ça. Il y a 708 espèces végétales indigènes, dont 46 endémiques, et on accueille avec les Outre-mer, parce que Mayotte c'est un territoire d'Outre-mer, mais il y en a d'autres. On accueille avec les autres territoires d'Outre-mer 20% de la biodiversité mondiale. Les plantes envahissantes, là aussi, il y en a énormément, y compris à Mayotte. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas. On a des chiffres là-dessus aussi? Oui, on a des chiffres. On a 65 espèces qui figurent parmi les 100 plus envahissantes qui sont présentes à travers l'outre-mer et surtout à Mayotte, et notamment 2 qui sont importantes à souligner. C'est la présence du salvinia qui rend l'assainissement, la préparation de l'eau potable plus compliquée sur les retenues collinaires, notamment celle de Combani, et puis l'invasion du tabac bœuf, qui est un espèce de petit arbuste qui se propage un peu partout dans les forêts et qui effectivement contribue à détruire les espèces endémiques locales. Les gestes, les bons gestes, j'adore cette chronique et cette rubrique. Parlez-nous des gestes qu'il faut avoir, parce qu'on ne les connaît pas forcément. Alors le premier geste le plus important, et je crois que tous les invités l'ont rappelé tout à l'heure, c'est: je ne jette pas mes déchets dans la mangrove. Oui, mais ça paraît évident quand vous le dites. Oui, mais il faut le rappeler. Je fais attention quand je marche dans les mangroves pour éviter d'écraser les espèces qui sont présentes et qui sont en train de pousser, par exemple. C'est compliqué parce qu'il y en a partout. Quand on marche dans la mangrove, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, des fois on marche où on peut. Bien, est-ce qu'on a besoin d'aller marcher dans la mangrove? Oui, pour faire des émissions. Et toujours sur la mangrove, troisième geste, je ne coupe pas le bois de la mangrove pour faire du bois de chauffe ou pour faire préparer la nourriture. Et puis, très important également, je reste attentif et silencieux. C'est la meilleure manière d'observer les animaux et la biodiversité, de ne pas déranger les espèces qui sont présentes dans la nature, pour les laisser vivre tranquillement. Un autre chiffre, le dernier, peut-être? Non? C'est tout? Non, écoutez... Pas plus? Pas plus. Eh bien, on gardera le reste pour, en tout cas, la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous d'être restés jusqu'à la fin pour cette émission. Merci à vous aussi d'être de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à notre émission, notre rendez-vous unique sur l'environnement, en tout cas la protection de l'environnement. La semaine prochaine, on se retrouvera évidemment sur la même chaîne,
à peu près à la même heure avec d'autres thèmes et d'autres invités. Salut.